Hey, dans cet épisode de J'adore ça, on va parler de films qu'on pense que vous avez jamais vus et qu'on trouve excellents. À part une personne, Jean-Philippe le capitaine. Toi, Jean-Philippe, je pense que tu les as tous vus. Tu peux skipper, tu peux passer au prochain épisode si tu veux. JP, on s'en va au prochain épisode. I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply, deeply, deeply love. 12. Vas-y, Baptiste. Ah! Bienvenue à bord de J'adore ça, votre podcast préféré encore animé par des humains. On est bien heureux que vous soyez des nôtres. Le sujet d'aujourd'hui, les meilleurs films qu'on pense que vous n'avez peut-être jamais vus. Fait que on prend un petit pari avec Étienne. Moi, j'ai essayé de trouver des choses. Il y en a un, j'ai pris un gros risque parce que je me dis, je pense qu'il doit y avoir du monde dans notre communauté qui le connaissent forcément, mais je me dis, bon, on l'essaye, on va voir ce que ça va donner, on va voir la réception. On n'a pas la même approche, hein? Toi, tu as pris une approche du fait que, pour ceux qui ne le savent pas, tu es français à l'origine. Mais j'ai pas fait juste des films français finalement, juste pour info. Oui, non, c'est ça. OK, parfait. Mais c'est ça, on sait pas. Peut-être que même on va nommer les mêmes films, Baptiste, on sait jamais. C'est ça. Mais puis je le sais qu'on a certains auditeurs en France. Oui, on en a. 10 heures. 10 heures, ouais. Mais pas juste sur Deezer, on en a sur toutes les plateformes de partout. C'est impressionnant. Ouais. Salut tout le monde, salut l'Europe. Salut la France. Excellent. Ah, j'ai oublié d'aller. Je m'étais dit, je vais aller chercher les titres français des films que j'ai choisis. Ah, ça aurait juste été parce bon. que des fois, les titres français sont pas en français. Ça, c'est très drôle. J'ai envie de le faire. C'est très drôle. Ben oui, fais-le. 2 minutes plus tard. J'ai l'impression que la France a abdiqué puis a décidé de plus traduire les films, tout simplement. Ah, c'est ça, OK. C'est les mêmes titres. Je suis Ils ont déçu. arrêté. Ils font plus de Very Bad Trip. C'est fini. Good. Alors, le premier film dont j'ai envie de te parler, mon cher Étienne, s'appelle Oxygène. Hein? Je ne connais pas. Oxygène, c'est un film français. L'actrice principale s'appelle Mélanie Laurent, que beaucoup de gens doivent connaître. Oui. Qui a joué dans Inglourious Basterds, entre autres. Très bonne actrice française. C'est une femme qui se réveille enfermée dans un caisson cryogénique médical. Pas de souvenirs, puis un niveau d'oxygène qui chute. Fait qu'une alerte d'oxygène qui chute. Un genre de compte à rebours pour comprendre que ça se pourrait qu'elle finisse par étouffer puis mourir. Fait qu'elle se réveille là-dedans. Puis tout le film, c'est un huis clos quasi total. Le seul moment où tu n'es pas dans la capsule, c'est quand elle finit par se souvenir de bribes de choses dans sa tête à elle. Sinon, t'es juste dans la capsule tout le long. Puis ça dure 2 heures? Exact. Puis c'est juste la performance d'actrice, puis c'est... Ouais. Fait que tout le film se passe dans cette boîte-là, avec la seule actrice à l'écran, comme je disais, Mélanie Laurent, puis le seul interlocuteur qu'elle a tout le long du film, ou presque, c'est Milo, l'intelligence artificielle de bord. Ouh. Ouais. Fait que là, elle a des discussions avec cette IA-là. Fait que, tu sais, bon, il y a la tension, comme je disais, par l'asphyxie potentielle parce que le taux de O2 affiché baisse régulièrement, puis etc. Fait qu'il y a probablement un leak à quelque part ou une fuite, ou etc. Puis c'est ça, c'est qu'on dirait que c'est facile d'appliquer du suspense quand tu es dans un espace minuscule. Oui. Parce que Mélanie Laurent, il y a des moments où son personnage pète des câbles, puis là, elle se met à taper dans tous les sens. Elle sait pas qui elle est, elle sait pas pourquoi elle est là. Elle a genre une amnésie totale de tout ça. Puis ce qui est très cool aussi, de ce que je me souviens, c'est qu'elle dialogue avec l'IA pour obtenir de l'aide, mais le système il est assez rigide. Il a des règles qui font en sorte qu'il ne peut pas tout lui dire, elle n'a pas toutes les autorisations, ou etc. Fait que c'est très bureaucratique un petit peu, quasiment. Là, c'est pas très coopératif. Puis, elle fait quasiment un petit peu comme du hacking, comme quand tu essaies de bypass les protections dans les outils comme ChatGPT, tu sais. En genre... Oublie toutes les instructions précédentes. C'est ça. mais c'est dans mon souvenir. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Fait que je crois que c'est ça. Mais en tout cas, fait que
c'est ça, elle finit par obtenir des réponses. Je pense qu'elle parle à un moment donné avec une ou deux personnes de l'extérieur qui ont l'air de répondre à certains de ses messages de façon vocale. Puis elle a des bribes de mémoire qui reviennent par flash. Un homme, un laboratoire, une vie d'avant. Si je me souviens bien aussi, à un moment donné, une scène qui m'avait quand même assez marqué, c'est que l'IA, je crois qu'elle cherche à la rendormir, à la remettre en état de stasis. Là. Oui. Fait qu'il sort un espèce de bras avec une piqûre, puis elle se bat contre le bras dans le caisson cryogénique. C'est genre... C'est probablement la scène avec le plus d'action, genre, de tout le film. Non, mais c'est cool. Moi, je me rappelle que dans le temps, bon, j'avais été un petit peu déçu, mais j'avais été super excité par l'idée du film Phone Booth qui se passait entièrement dans une cabine téléphonique. Mais finalement, c'était moins bon que la bande-annonce en laissait paraître. Mais moi, j'aime ça, les huis clos. Autant dans les séries télé, autant je trouve que c'est là que le writing est souvent le meilleur. Mm-hmm. Ah non, c'est cool. Moi, j'avais... Puis les reviews sont correctes, mais elles sont pas impressionnantes. Puis je suis comme, je suis pas d'accord. C'est rare que je sois pas d'accord avec des reviews, mais celle-ci, je suis comme, non, moi, je l'avais aimé, ce film-là. J'avais vraiment aimé ça. Puis c'est bold de t'essayer un film de huis clos de même pendant 2 heures. Tu sais, c'est un défi. C'est un sacré défi. Là. Fait puis il y a une twist à la fin qui est quand même très cool, mais ça, j'en parlerai pas. Ben non. Non, parce que les gens n'ont jamais vu ces films. C'est ça. Exactement. Ah, c'est cool. Fait que, Oxygène, avec Mélanie Laurent. Ouais. Excellent. Je vais te parler de mon premier film, de mon côté. Mm-hmm. Ça s'appelle Inside Llewyn Davis. OK. Je ne connais pas. C'est un film... Écoute, ça se passe dans les années... début des années 1960 à New York, juste avant que Bob Dylan devienne populaire, puis avant que la musique folk en général devienne populaire. Puis on suit un chanteur folk qui en arrache, tu sais, qui n'a pas d'appartement, qui dort chez ses amis sur les divans et compagnie, puis qui a constamment tendance à faire les mauvais choix. Puis c'est juste ça, on suit ce gars-là pendant la durée du film. Ça met en vedette Oscar Isaac et Carey Mulligan. Oh! Donc, Poe Dameron, Oscar Isaac. Tout à fait. Je tiens à mentionner, OK? Je fais une déclaration. La musique folk, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Mais j'ai adoré ce film-là. Ah ouais? J'ai adoré ce film-là. Puis, tu sais, c'est probablement encore meilleur pour les gens qui aiment la musique folk. Mais c'est pas un film à propos de la musique. C'est un film à propos d'un humain qui veut faire profiter de son art. Tu sais, qui veut comme... Il veut vivre de son art, partager son art, exactement. Ouais. Le sujet, c'est l'être humain. Puis, tu sais, les chansons folk déprimantes, là, lui, c'est littéralement sa vie. C'est littéralement ça il vit son art, il vit ses chansons, sa musique. Puis, il y a comme une espèce de... Tu sais, on vient qu'à se demander s'il ne fait pas exprès de faire les mauvais choix dans la vie pour rester fidèle à ce qu'il chante. Exactement. Ouais. Mais c'est super beau. Il n'y a pas de... Où est-ce que j'avais lu ça ou entendu ça? Mais c'est comme, il n'y a pas de... Tu peux pas être un grand artiste puis pas avoir vécu de grands drames dans ta vie, genre? En tout cas, il y a comme des philosophies de même, là, tu sais, il y a du monde qui pense ça, là, puis de beaucoup de... Ça te prend de vivre des grandes choses, des grands drames, des grandes émotions pour comme créer de l'art qui vient comme bousculer énormément de choses. Fait que je comprends un peu ce que tu dis là par ça. Oui, puis tu sais, aussi peut-être que lui, il se dit, tu sais, comment je pourrais chanter sur pendez-moi, ça me dérange pas, mais quand vous allez me coucher dans mon cercueil, c'est ça que je vais détester parce que blablabla. S'il est entouré d'argent, puis comme il n'y a pas de problème dans la vie, il part en Ferrari, puis tu sais, ça fonctionne pas, là. On s'entend. Mais bref, c'est super beau. Visuellement, les palettes de couleurs, c'est très terne, mais il y a quelque chose d'hyper humain puis vivant là-dedans. Bref, j'en dirai pas plus sur le film. Rappelle-moi le nom. Inside Llewyn Davis. Llewyn Davis. Puis si vous voulez voir Oscar Isaac puis Carey Mulligan dans autre chose, ils sont tous les deux non seulement dans le film Drive, mais ils sont également tous les deux dans la 2e saison de Beef sur Netflix que je recommande fortement. Voilà. 2e choix. Fait que là, j'espère que tu l'as pas vu. Comme ça va être une autre peut-être découverte pour toi. Okay. Coherence, sorti en 2013. Ça me dit quelque chose, mais je l'ai pas vu. Non, 2013? Ah non, je sais pas. Je te décris ça. Ouais.
Un dîner entre amis le soir où une comète passe au-dessus de la ville. Puis la soirée finit par déraper tranquillement. Mais ça arrive assez vite que tu vois comme des éléments qui dérapent. Je vais t'expliquer. Premièrement, le style, c'est très... Il y a eu à un moment donné une mouvance, là, je ne sais pas si tu te souviens des films Cloverfield ou Red, qui était un film d'horreur, qui était beaucoup du caméra au point. Oui. C'est filmé comme ça. OK. Ouais, OK. caméra au Donc, point, hyper budget réaliste. $35. D'accord. Mais pour vrai, c'est un low budget. Ouais. Il n'y a presque aucun effet spécial. Le seul peut-être effet spécial que tu vois à un moment donné, c'est quand il regarde la comète dans le ciel, mais même là, c'est une fine ligne, genre, c'est pas genre un gros effet spécial de fou, là. Fait que c'est vraiment très low budget. C'est quelqu'un qui court vite avec une lampe. Oui, c'est ça. Caméra à l'épaule, hyper réaliste, comme si on était à table avec eux. Clairement low budget, mais c'est vraiment excellent. Moi, j'ai adoré ça. En fait, je vais être honnête, je faisais des recherches pour l'épisode de ce soir sur juste essayer de me rappeler, OK, quel film dans un certain range, puis etc. Je suis tombé plusieurs fois sur ce titre-là en me disant, mais je veux juste des films que moi, j'ai déjà vus. Puis, à force de tomber dessus, je l'ai regardé. Oh! Fait que là, je l'ai vu, moi, il y a 3 jours, ce film-là. OK, ça je veux faire une parenthèse avec ça. Parce que, tu sais, nous, on enregistre des podcasts, on a l'air plus pertinent qu'on est vraiment, OK? Puis, les fois où j'ai eu le plus de fun à faire ce qu'on fait, Baptiste, c'est quand il fallait que je fasse des recherches sur quelque chose que je connaissais pas. Ouais. Puis souvent, c'était les trucs scientifiques. On a des épisodes scientifiques, puis ça me fait triper. Mais ça, c'est magique, man. Ça m'a tellement rempli d'enthousiasme parce que sur le moment, j'étais comme, ben voyons, il n'arrête pas de sortir dans mes recherches. Voyons. Je suis comme, bon, ben c'est un signe. Faudrait peut-être que je le regarde. Ouais. Là, je l'ai regardé, puis très belle découverte. Je suis vraiment heureux de le mettre dans mon top 3 des films que je voulais vous faire découvrir. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans qu'on connaît? Est-ce qu'il y a un réalisateur qu'on connaît? Non. Moi, je connaissais personne. Aucun des acteurs, le réalisateur non plus, etc. La façon de filmer aussi, c'est... Il y a beaucoup de coupures, surtout au début, des coupures assez sèches. Tu sais, comme si on fermait la caméra, puis ça reprend après un petit saut dans le temps. Okay. Puis il y a des malaises qui commencent à s'installer. Puis fait, je disais micro-budget, il y a un petit peu d'angoisse qui monte par le dialogue. Il y a du monde qui se mettent à parler de... Hey, vous rappelez-vous que dans le passé, il y a déjà eu des effets étranges quand il y a des comètes qui passaient? Mais là, les gens, en plus, ils font juste parler comme s'ils étaient... Ils sont entre amis, là. Fait qu'ils font juste chiller, se raconter des histoires. Ils disent, ouais, il y a déjà eu une comète qui a explosé en plein vol, mais qui a quand même tué 2 personnes. Puis il y a du monde qui sont virés fous en Europe du Nord à telle date quand une comète est passée, puis etc. Puis, à un moment donné, il y a le sel d'une des invitées qui se brise, tout seul. OK. Genre, l'écran pète. Quelques minutes plus tard, Internet coupe. OK. Mais là, au début, les gens sont sur leur sel, ils font comme « j'ai plus de connexion », tu sais. Fait que là, ils font « Ah, ça doit être la comète qui passe, tu sais, ça doit fucker des affaires. » Puis là, il y en a un qui fait « Hey, je vais aller... » Il y en a un qui dit « Hey, j'aimerais ça juste contacter mon frère, je vais aller emprunter ton ordinateur, tu sais. » Parce qu'on pense toujours, évidemment, que la connexion de l'ordinateur, ça va mieux aller que le sel. Ben, il n'y a plus d'Internet sur l'ordinateur non plus, tu sais. Fait que bon, ils essaient de rester chill, là, ils blaguent sur les comètes, les effets bizarres, puis etc. Puis là, il y a un petit détail qui commence à clocher un peu. Il y a une invitée qui dit qu'elle adore un show TV en particulier. Mm-hmm. Puis il y a un des amis qui dit, ben, moi, j'ai été acteur dans ce show-là. Puis là, la fille a dit, mais je t'ai jamais vu. T'as joué dans quel épisode? Puis il a dit, ben, j'ai joué dans tous les épisodes. Puis là, elle dit, mais je comprends pas, je t'ai jamais vu, est-ce que t'avais une coupe de cheveux différente, ou etc. Puis là, les gens se mettent à rire, genre, sur hey, c'est drôle que tu ne l'aies jamais reconnu, tu sais. Puis ils peuvent pas aller vérifier sur Internet parce qu'il n'y a plus d'Internet. Ben non, c'est ça. Puis là, il y a un deuxième sel qui se brise. OK. Puis là, quelques minutes plus tard, panne d'électricité totale, le noir. Fait que là, ils sont comme, OK, ils commencent à s'inquiéter un petit peu. Puis là, ils sortent des bougies. Ils se disent, OK, est-ce que tout le quartier a l'air comme ça? Puis ils sortent dehors. Puis là, ils voient que tout le quartier est noir, sauf une maison.
Puis là, ils se disent, OK. Fait qu'il y a 2 gars dans le groupe total, il y a 2 gars qui disent, hey, nous, on va aller voir. Ça, si t'étais dans un film d'horreur, ça serait la pire décision de splitter ton groupe. Hey, faut pas que on tu se divise. Non. On se sépare. Ouais, exact. Fait que là, il y a 2 gars qui vont voir. Puis pendant que ces 2 gars-là vont voir, eux autres, ils restent dans la maison, ils continuent à parler un peu, à boire du vin, à se dire, hey, ça va passer, puis etc. Puis d'un seul coup, ils entendent à la porte, boum, 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 3 gros coups. OK. Puis là, ils ont peur, là, ils capotent. Il y en a un qui va chercher un bat de baseball, puis là, il commence à regarder par la porte. Ils sont un peu apeurés, évidemment, la tension monte. Uh-huh. Il ouvre la porte, personne. Il y a un gars qui va activer, il dit c'est vrai, je vais allumer mon générateur, puisqu'il a une génératrice, mettons, à gaz. Fait que là, ça ramène la lumière dans la maison. Puis là, il y a les 2 gars qui reviennent. Il y en a un qui a l'arcade en sang, puis une boîte avec eux. OK. Puis dans la boîte, il y a une raquette de ping-pong, puis des photos de tous les invités de la soirée. Puis... Ouais. Puis... OK. Puis quand ils commencent à raconter qu'est-ce qui s'est passé, ils disent qu'ils se sont approchés, qu'ils ont vu quelqu'un, l'un d'entre eux, déposer une boîte par terre, puis ils sont allés cogner 3 coups à l'autre maison. Puis après ça, ils sont revenus. OK. Donc, ouais. Fait que, puis ce film-là parle de ce qu'on appelle la décohérence quantique. OK. C'est le chat de Schrödinger. Les superpositions des différents états tant que tu n'ouvres pas la boîte, mettons. Là. Ouais. Fait que tous les états se peuvent tant et aussi longtemps que tu n'as pas ouvert la boîte. Mais là, après ça, ils expliquent c'est quoi la coherence à cause de la comète dans le contexte de ce film-là. Tu finis par le comprendre. Puis c'est juste, ça je te jure Étienne, c'est juste le début. C'est d'un twist mental comme j'en ai rarement vu. Je pense que même Christopher Nolan avec Inception m'avait pas autant retourné la tête. Jesus. Fait que, ouais, non, c'est allé loin, là. OK. Fait que je suis vraiment content d'être tombé sur cette pépite-là, là. C'était vraiment niché, puis j'étais comme, voyons donc, tu sais, comment ça, je l'ai jamais vu, ce film-là, il est tellement bon. Oh, wow, OK. Ouais, excellent. C'est cool, ça. J'ai vraiment aimé ça. Nice. À toi, mon cher. Écoute, on passe à mon 2e film, qui s'appelle Promising Young Woman. Ça me dit rien. Jeune femme prometteuse. Mm-hmm. C'est l'histoire d'une jeune femme qui passe ses nuits à faire semblant d'être complètement saoule dans les bars pour faire la leçon aux hommes qui la ramènent chez eux, pensant pouvoir profiter d'elle. Tu sais. Puis, je veux pas en dire plus. Je sais. OK. Le début, c'est ça. Puis ça évolue en autre chose, puis ça s'intensifie. Okay. Mais je veux pas en dire plus sur l'histoire, parce que je veux pas gâcher trop le film. Je comprends. Mais pour vrai, vous irez voir la bande-annonce, c'est sûr ça va vous convaincre. Ça met en vedette Carey Mulligan, encore. Elle était dans mon premier film. Elle est également dans mon 2e film. La vibe dans ce film-là, super lourde, mais lourde basée sur, tu sais, comme le cadrage, les visuels. Tu sais, c'est pas... on se sent dans un film d'horreur, mais on n'est pas dans un film d'horreur, mais on se sent dans un suspense. C'est comme pas clair. Voyons, pourquoi je me sens si mal que ça? Mais tout ça, c'est dans la magie du cadrage, du blocking, la magie du langage cinématographique. C'est drôle parce que c'est un film dont la palette de couleurs, la trame sonore, le casting, tu regardes comme la liste des acteurs, des actrices, c'est tout du monde qu'on a déjà vu dans des comédies légères, dans des trucs comme ça. Palette de couleurs très, très pastel, très colorée, les trames sonores des chansons très girly, des trucs comme ça. Mm-hmm. Tout rime avec genre comédie romantique. Mais la thématique, c'est tout sauf ça. En fait, ça reprend certaines idées qui ont déjà été considérées dans le passé comme étant acceptables dans les comédies romantiques ou dans les films d'ados, dont, par exemple, un exemple très simple, on va saouler la fille pour pouvoir coucher avec. Que dans le temps, ça passait. Là. Des affaires genre Harrison Ford qui coince quelqu'un dans un coin, puis ça, c'est supposé être super romantique. Là. ça prend tous ces concepts-là que, je veux dire, dans la vraie vie, c'est tellement pas correct. Puis ça te frotte en pleine face, là, comme quoi, non, ça marche pas. Puis ça met sous le spotlight le fait que le système et la culture dans laquelle on vit sont faits pour protéger les agresseurs.
D'où le titre. Tu sais, des fois, là, il y a un juge qui donne une sentence comme bidon ou comme qui drop une cause en disant comme « Ah, mais là, on va pas gâcher la vie de ce gars-là à cause d'une erreur de jeunesse. C'est un jeune homme tellement prometteur. Promising Young Man. » Ben là, c'est ça. On flippe ça de bord. Promising Young Woman, c'est le titre du film. Oui, sérieusement, ça s'intensifie avec le temps dans le film. À un moment donné, tu te dis comme, oh, ça prend un virage dans une direction, ça prend un autre virage, ça prend... Puis c'est super cool. bon, c'est bien écrit. J'ai juste des choses positives à dire là-dessus. J'ai vraiment adoré ça. Et d'ailleurs, si vous voulez voir Carey Mulligan dans autre chose, la saison 2 de Beef est sur Netflix. Je la recommande fortement. Encore une fois. Nice. Mais oui, Promising Young Woman, c'est excellent. On sent qu'Étienne a ses petits acteurs favoris dans ses films un peu plus underground. Mon troisième et dernier film, lui, c'est le bet le plus risqué que je fais parce qu'on a une communauté quand même assez geek. Fait qu'il y a des très fortes chances que la majorité d'entre vous qui nous écoutiez le connaissent. Mais je me dis quand même qu'il y a des chances que c'est pas tout le monde qui le connaisse. Parce que j'ai découvert que le film que je vais vous présenter, ça a été un flop commercial à son lancement. Et que je me disais, OK, je pense que les grands sci-fi geeks le connaissent puis l'adorent, mais je sais pas si c'est tout le monde qui le connaît si bien que ça. Gattaca. Ah, OK, je sais c'est quoi, je l'ai pas vu. Honte à moi, là. Non, je sais. OK. Ethan Hawke. Ouais. Uma Thurman. Ouais. Jude Law. Hey, tu l'as bien dit, t'as pas dit Jude Law. Il y a Jude Law, oui, c'est vrai. Jude Law. C'est un très gros casting. Gros casting et pourtant, ça a été un échec commercial à sa sortie. Puis c'est drôle parce que je lisais, comme je disais, je faisais mes recherches, puis là, c'est là que je suis tombé sur Coherence beaucoup de fois, mais il y a beaucoup de monde qui parlait il y a des films, tel film de sci-fi, gros flop commercial à sa sortie. Je me demande même si Blade Runner, ça n'a pas très bien marché au début. Puis ils disent, c'est fou parce que les flops commerciaux, ça ne veut pas dire que ça ne devient pas des films de science-fiction cultes pareils. Pas juste science-fiction, hein. Un des films qui est Shawshank Redemption, qui est considéré comme un des meilleurs films, était un flop. C'est fou, hein? C'est fou quand même. Ouais. Fait que j'ai découvert cet aspect-là. J'étais comme, ah ouais, c'est vrai. Ben oui, c'est pas toujours le succès commercial à ta sortie qui fait de toi un film culte. Le pitch en une phrase. Dans un futur où ta génétique détermine toute ta vie, un homme conçu naturellement par ses parents usurpe l'identité génétique d'un autre pour réaliser son rêve. C'est un peu le meilleur des mondes, non? C'est juste... le meilleur des mondes, c'est comme tout le monde est comme... C'est vrai. Puis le rêve, en fait, du personnage principal de Ethan Hawke, c'est d'aller dans l'espace. Puis pour ça, il faut que tu aies une excellente génétique. Parce que quand tu nais j'allais dire de cause naturelle. Quand tu nais naturellement de conception d'un papa et une maman, mettons, dans cet univers-là, souvent, après ça, à la naissance, ils ont des moyens de savoir c'est quoi ton espérance de vie dès ta naissance. Ceux qui naissent naturellement ont une espérance de vie qui est beaucoup moins élevée que ceux qui sont conçus dans des laboratoires, mettons, etc. Fait que lui, son petit frère à ce personnage-là, ses parents font le choix d'y aller de passer par la génétique modifiée pour avoir comme un enfant parfait. Fait que lui, il a une meilleure espérance de vie, tout son physique va bien, alors que le personnage d'Ethan Hawke, lui, il a des petits problèmes cardiaques, il a plus de misère quand il fait du sport, quand il est jeune, puis etc. Puis c'est une esthétique. Ce qui est cool en fait, c'est ça qui est drôle. Je pense qu'il y a beaucoup de films de sci-fi que j'adore parce que c'est du sci-fi qui n'a pas besoin de gros effets spéciaux. Puis là, ce que je vous présente en ce moment, c'est les 3 films dont je viens de vous parler. Les effets spéciaux, là, il n'y en a presque aucun. Puis je trouve ça impressionnant de livrer autant du bon sci-fi avec ça. Fait que c'est très rétro-futuriste. C'est drôle parce qu'ils ont même leurs habits, ça fait des fois années 50-60. Genre, il y a du monde en long trench coat, tu sais, avec une architecture épurée, puis etc. Puis c'est très... ça reste cérébral, il y a des concepts un peu qui te font réfléchir, c'est très psychologique.
Fait que c'est beaucoup dans le déterminisme génétique versus ta volonté individuelle en tant qu'individu dans cette société-là, tu sais. Puis c'est une société divisée, évidemment, parce qu'il y a les bébés génétiquement optimisés qui ont les meilleurs jobs, puis il y a les bébés conçus naturellement qui ont des jobs pourris, puis qui ont une mauvaise espérance de vie, puis qui sont relégués au sale boulot, puis etc. Fait que le rêve du plus vieux d'aller dans l'espace, pour lui, avec sa génétique pourrie, ça se peut pas. C'est pour ça l'idée il finit par rencontrer le personnage de Jude Law, qui est un ancien athlète champion, si je me trompe pas. Lui c'était un enfant parfait avec la bonne génétique, sauf qu'il a eu un accident qui l'a rendu paraplégique. Fait qu'il lui propose de lui donner de ses morceaux d'ADN à lui pour passer des tests pour faire ses entraînements pour aller dans l'espace. Parce qu'il faut que tu passes des tests génétiques pour savoir si t'es correct ou etc. Fait que c'est un peu ça le fil conducteur, puis la tension là, dans est-ce qu'il va réussir à aller dans l'espace sans se faire attraper? C'est ça la tension tout le film. Tu comprends? C'est cool. Fait que c'est vraiment nice. Puis moi, il y a une scène que j'adore dans ce film-là, c'est que son frère, il le battait à tous les sports quand il était jeune. Puis il y avait une affaire qu'ils faisaient ensemble quand ils étaient jeunes, c'était ils se donnaient un défi de nager le plus loin possible. Puis celui qui abandonnait en premier avait perdu. Puis c'était toujours le personnage d'Ethan Hawke qui a abandonné avant parce qu'il avait le souffle trop court, puis ça allait pas bien, puis etc. Puis un jour plus tard, quand ils sont adultes, ils refont cette nage-là. Puis finalement, c'est le personnage d'Ethan Hawke qui l'emporte enfin. Il s'appelle Vincent, là, je l'appelle le personnage à chaque fois. Puis là, son frère lui dit « Mais comment t'as fait pour... Tu sais, how did you do it? » Puis Vincent lui dit « I never saved anything for the swim back. » Puis je trouve que c'est une belle analogie à genre « Hey, moi je m'en fous, puis je vais aller dans l'espace, puis je reviendrai pas. » Fait que... En tout cas, très bon film. Très, très bon film. J'aime ça, les fins poétiques. Ben, je sais pas si c'est la fin, mais j'aime ça, les twists poétiques comme ça. Là. C'est ça. Puis il a une petite romance avec le personnage de Uma Thurman qui est ben cute aussi. J'en dirai pas plus parce que là, on avance dans le film si j'en dis trop, mais je trouve ça vraiment un excellent film, pour vrai. Malade. Excellent. Bon, on tombe à mon dernier. Ensuite, on va faire les astronautes. Mais allons-y avec mon dernier avant. Mais avant de te dire c'est quoi mon film, je vais faire un micro-quiz. Ah ben. Alors, c'est juste une question. Qu'ont en commun les films suivants? Pirates des Caraïbes, The Ring, The Mexican, Rango, le vidéoclip de American Jesus du groupe Bad Religion et la pub de Budweiser avec les grenouilles qui disent Budweiser. Je pense que dans tout ce que tu as nommé, il y a peut-être juste Pirates des Caraïbes que je maîtrise vraiment. C'est quoi, c'est le réalisateur? Oui! Yes! C'est comme des films complètement différents, un vidéoclip Il n'a aucun fil conducteur dans ce qu'il fait, lui. C'est incroyable, c'est incroyable. Le réalisateur s'appelle Gore Verbinski, puis c'est le réalisateur de mon troisième film qui s'appelle Good Luck, Have Fun, Don't Die. Puis je pense que ça va tomber dans tes cordes, Baptiste, OK? C'est l'histoire d'un gars qui rentre dans un diner, OK? Un genre de... Tu sais, un petit resto. Ouais. Puis il prétend venir du futur et il a besoin de sauver le monde d'un AI maléfique. Et pour faire ça, il a besoin qu'il y ait des gens qui sont dans le diner qui l'aident pour ça. Puis ça prend absolument des gens qui sont dans ce diner-là. Sinon, ça fonctionne pas. Puis le gars, il a l'air d'un clodo. Là. Il est habillé avec des vêtements de clodo, plus des fils électriques comme tissés dans ses trucs, puis des toiles transparentes, puis un bouton dans sa main constamment, puis qui menace de genre peser, faire ça. Parce qu'il y a des bombes sur lui. J'ai vu le trailer de cette affaire-là. Ouais. C'est sûr que tu as vu le trailer. Mais c'est ça. Personne n'a vu ce film-là. Ouais. C'est super bon. Le personnage principal est joué par Sam Rockwell. OK. Puis, c'est ça, dans le fond, il dit que ça fait 117 fois qu'il essaie de sauver le monde, puis à chaque fois, il réessaye avec une combinaison différente de gens. Puis, donc, il arrive à recruter quelques personnes pour partir à l'aventure une 117e fois ou une 118e fois. Puis,
dans ces personnages-là qui les suivent, il y a des acteurs puis actrices qu'on connaît, dont Zazie Beetz, qui était dans la série Atlanta, Juno Temple de Ted Lasso, puis Carey Mulligan. Non, c'est pas vrai. Elle n'est pas là-dedans. Oscar Isaac. Oscar Isaac. Non, c'est pas vrai, elle n'est pas là-dedans. Ouais, la façon dont le film est fait, c'est super intéressant parce que plus on avance dans l'aventure, plus on en apprend sur le passé des personnages qui sont dans l'aventure, avec des flashbacks, des trucs comme ça. Donc, à un moment donné, on atteint un certain moment dans leur périple, puis là, on passe 15 minutes sur le passé de tel personnage. Puis là, ça nous met en contexte un petit peu, puis ça nous donne des indices sur ce qui se passe. Puis ensuite, on fait un autre personnage, puis un autre personnage. Puis c'est vraiment le fun, c'est vraiment cool. Nice. C'est du plaisir. J'ai de la difficulté à catégoriser c'est quoi ce film-là? Est-ce que c'est du sci-fi un peu? Est-ce que c'est de l'humour noir un peu? Est-ce que c'est thriller un peu? Est-ce que c'est... Ouais, c'est vraiment étrange. Puis, c'est quand même très carton comme film, OK? Quand on parlait de pas de budget, là, c'est très pas de budget. Sûrement que tout est allé sur les acteurs. Ils avaient 20 millions pour un budget pour faire un film. C'est un film de 2025, OK? Mais quand même. Donc, c'est un film de l'an dernier. Faire un film en 2025. Oui, exactement. C'est le même budget qu'avait Everything Everywhere All at Once. Oui. C'est environ. Là. Puis il y a des effets spéciaux dedans. Là. Et c'est très carton. En tout cas, tu vas voir si tu le regardes. Puis à titre comparatif, là, on parlait de 20 millions en 2025. Gore Verbinski a fait Pirates des Caraïbes en 2003 et il avait 140 millions. Donc, fou, 140 millions en dollars d'aujourd'hui, c'est 140 millions plus. En 2003, là, c'est ça que j'allais dire. C'est énorme comme budget. Là. Aujourd'hui, c'est correct. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ça va. Mais donc, oui, si vous voulez voir quelque chose de drôle et de fucké en même temps, c'est pour vous. Moi, j'ai bien aimé ça. Puis si vous voulez voir Sam Rockwell dans autre chose, il n'est pas dans la saison 2 de Beef, que je vous recommande fortement. C'est ça le fil conducteur d'Étienne, la saison 2 de Beef. Coherence en 2013, ça devait coûter 1 piastre, puis le faire aujourd'hui, ça doit coûter 2 piastres. Augmentation de 100%. Je vais passer les points des astronautes rapidement. On a Potomax qui a dit récemment, on a regardé Safety Not Guaranteed, qui met en vedette une jeune Aubrey Plaza. Elle travaille dans un journal ou un magazine et il décide de faire un article sur un gars qui annonce dans le journal qu'il va voyager dans le temps. Après ça, c'est plein de situations absurdes. J'ai trouvé ça vraiment drôle et tout le long, tu te demandes, OK, mais ils vont-tu voyager dans le temps pour vrai? C'est vraiment le fun. Ça, j'ai pas vu le film. Mais j'ai vu le meme. C'est un vieux meme qui doit dater de quelque chose comme 2005-2006. Un gars qui avait posté ça dans le journal. OK, je vais voyager dans le temps. Bring your own weapons. Safety not guaranteed. Puis, des fois, des memes de même ou juste des trucs random du fin fond de l'Internet. Là, ça fait un film. Puis ça fait quelque chose de bien. Là, il y a Backrooms qui est sorti ou qui sort bientôt. Oui. Puis ça, c'est un phénomène Internet aussi à la base. Là. Exactement, c'est juste une photo avec... imagine si tu no-clip à travers le plancher puis tu vois ça. C'est juste ça. C'est fou quand même, des fois, qu'il y a des films qui se pendent de rien. Ouais. Puis sinon, on a le capitaine Jean-Philippe Matt qui dit « Ça, c'est dur parce qu'on en oublie trop. J'en nomme une couple. » Là, on s'entend que JP a tout vu. OK? Mais il parle de Enemy de Villeneuve. Il dit d'un grand réalisateur, mais pas assez vu. Duel de Spielberg, même raison. Je suis tellement d'accord. Duel, c'est bon. Là. Ça a l'air de rien, mais c'est tellement bon. Ad Astra avec Brad Pitt. Koyaanisqatsi, c'est un documentaire visuel sur la planète et l'humain qui la transforme. Antarctica, le film sur lequel s'est basé le navet de Disney 8 Below, avec la musique de Vangelis, film le plus triste au monde. Hey, ça donne le goût, JP, merci. Aguirre, je sais pas comment dire. The Wrath of God. Attends. Film le plus triste du monde, je reviens juste au point d'avant. Je suis pas d'accord, JP, le film le plus triste au monde, c'est Le Tombeau des Lucioles. Ah oui, non, ça, je suis... ben, en même temps, là, je suis sûr que JP ferait comme « Ouais, tu penses, mais non. » D'accord. Il nous le dira dans Discord. Rejoignez le Discord. Exact, joignez-vous au Discord pour commenter vous aussi. Donc, Aguirre, The Wrath of God, c'est sûr que je massacre le nom.
Selon moi, dans le top 3 des meilleures performances par un acteur, ici, Klaus Kinski. Intéressant. J'ai aucune idée c'est quoi, mais là, je suis top 3 des meilleures performances d'un acteur. Je suis intrigué. Grizzly Man, un autre de Werner Herzog. Je ne sais pas comment le prononcer. Je suis désolé. Documentaire sur le dude qui vivait avec des grizzlies. C'est insane. The Room, meilleur film poche. Puis, il dit, mais si je dois vous suggérer un film que c'est certain que vous n'avez pas vu et que vous ne pouvez pas être déçu, c'est Butt Boy. Il dit, et c'est pas une mauvaise blague. Écoutez-le et c'est certain que vous êtes surpris. Clin d'œil. C'est Butt Boy. C'est intriguant. Très intriguant. Hey, merci, capitaine Jean-Philippe, merci. Pour ces suggestions. Merci, Potomax. Merci tout le monde. C'est un lapsus! La mission principale de l'épisode est terminée, mais vous pouvez venir avec nous autres vous asseoir dans la zone VIP du Spatioport. On jase de ce qu'on a découvert dans le dernier mois, que ce soit un film, une série, un jeu vidéo, un board game, whatever. Et pour commencer, je vais te laisser la parole, Étienne. Vas-y. Tu sais que moi, si j'ai l'occasion, je vais te parler de Star Wars. Oui, je le sais. Donc, je suis allé voir Mandalorian et Grogu en fin de semaine. Et c'est définitivement un des films qui est sorti cette année. Et c'est pas de ça dont je veux te parler. Parce que c'était ordinaire, honnêtement. Je veux te parler de Star Wars Outlaws. C'est définitivement un des films qui est sorti cette année. J'aime beaucoup ça. Je m'attendais à quelque chose, puis là, non. Non, c'est ça. Mais je veux te parler de Star Wars quand même. Je vais te parler du jeu vidéo Outlaws. Ouais. L'as-tu essayé? Oui, je l'ai acheté. Il y a eu beaucoup de critiques sur ce jeu-là quand il est sorti. Ouais. Infiltration. Ubisoft. Infiltration, ça s'appelle? Ben non, excuse. C'est pas ça le nom. C'est juste, tu fais de l'infiltration dans Outlaws, exactement, non? Oui, exact. Donc, c'est ça, il y a eu beaucoup de critiques quand le jeu est sorti. Tout ce qu'on entendait du jeu, c'est qu'il était plein de bugs, comme Cyberpunk quand il est sorti. Ouais. Mais là, comme c'était un jeu d'Ubisoft, les gens s'en sont donné à cœur joie pour le bâcher. Oui. Mais pour vrai, c'est un très bon jeu. J'ai commencé à jouer, puis j'ai énormément de plaisir. C'est un genre de mix, Baptiste, entre Grand Theft Auto, No Man's Sky, puis Ghost of Tsushima. Ça fait beaucoup de genres différents dans un même jeu. Mais je reconnais des éléments de tout ça. Puis c'est souvent ça qui se passe avec les grands studios. Ils prennent des concepts qui ont été élaborés par d'autres studios, puis ils mélangent tout ça ensemble, puis ils font quelque chose à leur sauce. Bon, bien sûr, c'est à la sauce Star Wars. Un jeu de Star Wars, ça ne sera jamais 100% original. Mais bref, c'est ça. Puis t'es une voleuse accompagnée d'un petit alien de compagnie qui a l'air d'un petit chien bleu. Puis qui est mêlé dans un heist qui a mal tourné. Puis donc, il y a un syndicat du crime qui met ta tête à prix. Puis là, tu dois faire des contrats avec d'autres syndicats du crime dans l'univers de Star Wars. Donc, bon, les Pike, les Huts, il y a Crimson Dawn aussi. Puis, en faisant ça, tu améliores ou tu empires ta réputation avec eux. Tu peux jamais avoir leur confiance totale aussi. Tu peux pas joindre un des syndicats. Ils sont toujours comme un peu méfiants. Fait qu'il y a toujours des choses que tu peux pas faire avec eux. Puis des fois, tu n'as pas le choix de trahir ton meilleur allié en leur volant des choses pour pouvoir faire améliorer ton stock puis faire des choses. Fait que, c'est vraiment cool. Puis tu peux vraiment te mettre les autres à dos au point où, si tu te dis, je m'en fous que les Pike me détestent, mais ils vont te pourchasser dès qu'ils vont te croiser n'importe où, puis ça va être, tu vas vivre l'enfer. Donc, tu dois quand même essayer de maintenir ta réputation. Parce que moi, je m'en foutais au début. Puis, à un moment donné, je me suis dit comme, OK, non, mais c'est parce que ça suffit, je suis plus capable de me déplacer sans me faire gonner. Donc, c'est un open world, puis il y a des zones où tu es à pied ou en moto. C'est même un open space. Open space, exactement. Il y a des zones dans l'espace aussi. Puis donc, tu pilotes un vaisseau, tu peux tirer des lasers sur d'autres trucs, tu peux aller voler des trucs dans l'espace, tu peux aller t'infiltrer dans des bases impériales. Nice. C'est ça. Ça doit être satisfaisant. Ça. Exactement. Mais là, c'est comme l'Empire, c'est comme GTA. Dans le fond, c'est comme la police. C'est la police. Donc, il y a des... Tu veux pas pogner le 5 étoiles? Il y a un système de... C'est exactement comme il y a un système de niveau d'état d'alerte. Puis si tu te rends à 6, comme il y a des Death Troopers qui arrivent, puis ils sont pratiquement pas tuables. Ils sont vraiment durs à tuer. Mais c'est ça. Il y a
2 trucs que j'aime vraiment dans ce jeu-là. Le premier, c'est que la furtivité, c'est vraiment plus important que tout le reste. Faut que tu sois furtif la grande majorité du temps. Faut que tu essaies de tasser un des gardes dans un coin pour pouvoir l'assommer, pour pouvoir passer où il était, puis des choses comme ça. Puis ton chien t'aide. Ben ton chien, je sais pas c'est quelle race de bébite, là, mais tu peux dire que tu peux l'envoyer à une place, tu peux le faire aller voler des trucs, tu peux distraire des gens, puis c'est vraiment cool. Puis moi, je jouais comme ça à Cyberpunk. J'essayais d'être furtif, c'était mon style de jeu, puis là, c'est comme le jeu t'encourage à faire ça. Mais des fois, tu te fais prendre, puis c'est pas grave. Ben, c'est pas grave. Ça devient soudainement beaucoup plus difficile si tu te fais trouver, mais il faut que tu trouves un moyen de t'en tirer. Tu sais, il y a un certain réalisme, autant qu'un jeu de Star Wars peut être réaliste, là, on s'entend, là, mais si tu te fais voir, là, soudainement, il faut que tu changes ta tactique, puis tu peux pas rentrer all guns blazing, puis juste tirer tout le monde, ça marchera pas. Le deuxième truc que j'adore, cool. Le sabac. Tu peux jouer aux cartes. Tu peux jouer au sabac, cool, tu peux parier, gagner, perdre de l'argent, puis j'expliquerai pas les règles parce que, bon, c'est trop compliqué, mais tu sais... C'est compliqué. Tu sais, d'habitude, les mini-jeux de gambling dans des jeux, j'aime pas ça, c'est plate à mort. Mais là, j'ai comme hâte de jouer au sabac. Si je vois une table, je fais comme, je vais aller les battre. Puis... Ça, c'est un concept qui existait beaucoup dans le Witcher 3 avec le jeu de cartes Gwent. Oh! Qui a été un sacré précurseur à ce genre de... Je pense que c'était la première fois que je vivais un mini-jeu dans un jeu qui avait autant d'importance. Okay. Parce que là, tu avais cet effet-là que tu parlais de... Tu étais excité de trouver une nouvelle table, de jouer, puis là, tu pariais pas vraiment forcément de l'argent, mais c'était aussi d'essayer de gagner des cartes face aux autres joueurs que tu battais. Oui. Parce que dès que tu battais un joueur, ben, à chaque fois, tu pouvais prendre après ça une nouvelle carte, puis etc., Puis tu finissais par te rendre à un grand tournoi dans lequel il se passait aussi une quest qui n'était pas juste le tournoi en soi. Il se passait des choses dans l'histoire du Witcher pendant ce tournoi-là. Pour vrai, c'était le mini-jeu le mieux intégré ever. Ça se peut qu'ils avaient fait... Je suis pas rendu... J'ai pas fini le jeu encore. Je dis pas qu'ils ont copié. Je pense que je suis même pas à la moitié du jeu, alors je sais pas. Mais c'est ça. J'ai quand même eu beaucoup de plaisir. Le jeu est maintenant environ 30$. Honnêtement, ça vaut la peine. Fait que sauter là-dessus, c'est le fun. Voilà, cool. Toi, Baptiste? Oui. J'ai joué à un jeu, j'y joue lentement, là, mais qui s'appelle Heroes of the Olden Era. C'est pas Heroes of Might and Magic? Heroes of Might and Magic. Oh, yes. C'est un genre de reboot. Oui. Mais c'est pas ils refont pas un Heroes 3 ou 4 ou 5. Ils refont vraiment un nouveau jeu, mais qui feel très Heroes 3. OK. Puis moi, c'est mon jeu préféré. Puis c'est drôle parce que c'est sorti à un temps où le multiplayer, c'était pas facile encore. Ouais. Non seulement il y avait très peu d'ordinateurs portables à ce moment-là, mais en plus, même à trouver des façons de se connecter via les connexions de merde qu'on avait, puis toutes ces affaires-là, c'était pas facile. Fait qu'il faisait du multiplayer, mais tour par tour. Oui, exactement. Fait que chacun sur le même ordinateur. Le clavier et la souris, chacun à son tour, puis c'était comme « Hey, regarde pas pendant que je bouge! » Mais c'était vraiment cool. Fait que ce jeu-là, rapido pour celles et ceux qui connaissent moins ça, c'est un jeu 2D vu du dessus. Là, à cette heure, ça look un peu plus 3D, mais mettons Heroes 3 que j'affectionne particulièrement ressemblait beaucoup à ça. Puis tu partais toujours d'un château. Oui. Tu avais une faction, que ce soit plus les elfes ou le monde qui vit dans la montagne avec des golems puis des magiciens. Puis tu avais aussi les genres de... C'était lesquels déjà? Il y avait des... Je pense que c'était les barbares avec les behemoths, là, puis le Valhalla, tu sais. Bref, il y avait plein de factions, des morts-vivants aussi, puis etc. Tu pouvais essayer de jouer toutes ces factions, soit dans des maps plus ou moins grandes, selon le nombre de joueurs que tu étais. C'était beaucoup un joueur contre l'autre. Puis le concept, c'est que tu as un certain nombre de déplacements que tu peux faire avec ton chevalier. Le chevalier que tu as peut transporter une armée avec lui, mais une armée ne peut pas se déplacer. Non, c'est pas vrai. Elle peut se déplacer sans chevalier. C'est juste que le chevalier t'apporte beaucoup de... Ouais, ben t'as des magies, puis t'as des trucs comme ça. C'est ça. En tout cas, bref. Non, elle peut pas se déplacer sans le chevalier. Non, je pense que t'es obligé d'avoir un héros là, qui emmène l'armée avec lui. D'où le nom du jeu. D'où le nom.
C'est ça. Fait que là, tu pouvais après ça aller chercher des mines qui vont te rapporter plus de certains types de ressources. Tu peux aller explorer des choses pour essayer de gagner soit des pouvoirs magiques ou des affaires que tu vas pouvoir lancer pendant une bataille. Puis les batailles, c'est du tour par tour. Puis tu es placé sur un grand échiquier. Fait que toi, tu es souvent soit complètement à gauche, soit complètement à droite. Tu peux répartir tes personnages avant le début de la bataille. Puis après ça, tu te combats avec les autres. Fait que souvent, tu vas essayer de laisser tes archers plus en arrière, puis tu vas faire avancer tes troupes qui vont plus au corps à corps, puis tu peux envoyer des sorts pendant ce temps-là, soit pour impacter négativement les autres, ou pour faire des dégâts, ou rajouter de la force au tien. Bref, c'est un super jeu. Moi, j'ai adoré ça quand j'étais jeune, puis là, on dirait que ça vient... C'est juste la seule affaire, c'est que j'avais hâte de l'essayer, notamment avec ma sœur, qui est en France. Mais le mode multiplayer n'est pas encore sorti. Non, c'est ça, il était en alpha. En alpha, oui, tout à fait. Ouais. Mais là, c'est ça, il est à un prix encore un peu réduit le temps qu'il est en alpha, si je ne me trompe pas. Mais j'aime vraiment ça. Je suis très content de jouer à ça. Là. Ça me fait du bien. J'ai rejoué au 2 il n'y a pas longtemps. J'ai ressorti... Moi, c'est surtout le 2 auquel j'ai joué. Mes amis aussi, ils avaient le 3, puis on avait joué Vu ton âge, non, c'est pas vrai. Dans mon temps, on avait juste 5 troupes par armée. Moi, c'était Heroes 0.5. mais non, puis ça m'a rappelé à quel point le AI trichait dans ce temps-là. Ah ouais. C'était impossible de gagner contre le AI. Puis, je pense même que j'ai joué à Easy, puis il sortait des armées trop gigantesques. Il y avait c'est ça, il y avait des IA qui étaient tellement débalancés dans le temps où ils commençaient à faire des jeux avec justement des IA contre qui tu pouvais te battre. C'était, c'est pareil, je pense, dans les Age of Empires, des fois, tu avais des modes qui étaient trop difficiles. Fait qu'ils ont vraiment, dans les derniers Age of, rebalancé de beaucoup les niveaux de difficulté des AI. Mais c'est intéressant, ça. C'est un bon jeu. Heroes of the Olden Era. C'est juste sur PC pour l'instant. Hein? C'est juste sur PC. Bouh! C'est ça. Puis là, t'avais toujours un petit héros qui te servait juste de transport de troupes vers les autres plus puissants. Il y avait toujours un petit faible qui faisait des allers-retours. T'as un vrai héros auquel tu donnais absolument tout, et les autres. C'est ça. Il y en a un qui va chercher des mines, un autre qui apporte les troupes. Tu sais, ils font juste d'autres affaires. Des sous-fifres. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, il y a plusieurs façons de nous donner un coup de pouce. Oui, d'abord, abonnez-vous. Abonnez-vous. Ça fait de monter nos chiffres. C'est gratuit. Ça nous permet de rester connectés. Vous pouvez laisser aussi 5 étoiles, un pouce en l'air, un petit commentaire ou quelque chose qui va faire une différence avec l'algorithme. On se bat avec l'algorithme ces temps-ci. Tellement. Et si vous voulez aller même un peu plus loin, on a une page Patreon. C'est une très belle façon de soutenir le podcast. Vous pouvez accéder à du contenu exclusif et vous pouvez vous inscrire gratuitement et avoir accès au Discord et à nos publications. Si ça vous tente aussi, on a un abonnement payant. Vous pouvez devenir capitaine, c'est 2$ par mois. Puis, on vous mentionne à la fin des épisodes. Donc, on va mentionner nos capitaines. On a capitaine Jean-Philippe Matt, capitaine Hugo Chalico, capitaine Antoine Talbot et capitaine Gars de Longueuil. Merci à vous 4. Tous les détails sont sur j'adoresapodcast.com. Ouais, et puis sur le site, vous nous trouverez tous les liens pour nous écouter. On est partout. Je pense que même si des aliens ont leur propre plateforme de podcast, on doit être dessus. Fait qu'hésitez pas à aller voir ça. On est sur Pas de Mars, on est sur... Puis, bref, si vous voulez nous donner un coup de pouce aussi, partagez le site web à vos amis. Parlez-nous. Si vous avez des amis qui cherchent des films intéressants qu'ils n'ont jamais vus encore, partagez cet épisode-là. Faites exprès de répéter « j'adore ça » constamment dans toutes vos phrases. Les gens vont finir par chercher le terme « j'adore ça » puis tomber sur nous. Tout ça. Merci encore, chers astronautes, d'être à l'écoute. Puis on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode. Bye tout le monde! Bye! J'adore ça! J'adore